This meeting is being recorded.
T'avais d'autres temps? C'était pas déjà en ligne? Non, non, j'ai commencé dans le communiqué. Bon, oui, bien. Je suis pas une caisse ce matin. Je pas les lunettes, je suis partie avec quelqu'un, j'ai fait sur une grosse tente. Il en venait partout. Il est cool, le divan. Alors bonjour à tous. Si vous m'entendez à travers le téléphone, n'hésitez pas à laisser un petit message sur la boîte de dialogue qui est donc en haut. C'est le Q&A. Et puis la même chose, utilisez cette boîte de dialogue si vous avez des problèmes logistiques, si vous ne voyez pas la présentation ou si vous ne nous entendez pas. Oui, oui, bonjour. Ok, ok.
Donc, il est 12h20. On va attendre notre conférencier d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à tester vos microphones avec moi. Vous serez également tous mis en mode sourdine dès que vous vous connecterez au webinaire. Donc, c'est normal. Si vous ne pouvez pas vous parler, alors n'hésitez pas à vous mettre vous-même à sortir du mode sourdine. Parfait. Parfait. Je vois que oui, vous nous entendez. OK. Alors, Madame Micheline, si vous pouviez activer votre microphone ou vos haut-parleurs et puis vous assurer que vous n'êtes pas en mode sourdine. Alors, docteur Laforce, je vois que vous êtes Connecté. joint à nous. Oui. Si on pouvait juste faire un petit son de test pour nous assurer qu'on vous entend bien. Oui, nous, Allez-y. est-ce que tu m'entends? Oui, je vous Excellent. entends. Super. Ça va bien? Ça va très bien, merci à vous de vous joindre à nous. Donc, on a déjà 15 personnes qui sont présentes sur l'appel. Donc, on va attendre un petit peu encore pour que les gens se connectent. Et puis, on commencera dans quelques minutes. Excellent. Puis pour défiler mes diapositives, dans le fond, est-ce que c'est moi qui vais avoir le contrôle là-dessus? Oui, c'est vous. Vous êtes mis déjà en mode panéliste, donc vous pourrez en fait faire défiler les diapositives juste en cliquant sur la petite flèche au niveau de votre ordinateur. Donc, si vous pouviez faire un petit test là maintenant. Ah, OK, avec ma flèche. Plus invité. Est-ce que déjà vous voyez la présentation sur l'écran? Oui, je vois ma présentation, mais je ne vois pas les petites flèches. Non, c'est vraiment sur votre ordinateur. Ah, OK. Mais ça fonctionne pas. Vos ordinateurs. OK. Si vous cliquez juste sur la présentation. Non. Ah oui, OK. Là, ça vient de commencer. Excellent. Là c'est moi, je pense. Là, c'est moi qui l'ai fait. Ah, parce que moi, si je clique sur la présentation, ça ne fonctionne pas. OK. Écoutez, c'est moi qui vais alors faire défiler vos diapositives. OK, c'est bon. De par votre discours, je saurai quand est-ce qu'il faudra avancer. Parfait. Pour les vidéos, Noah, c'est toi qui vas les démarrer aussi? Oui. Parfait. Donc, écoutez, merci. Les titres sont assez faciles à reconnaître. Donc, quand on y arrivera, je te les pointerai. Mais normalement, tu devras pouvoir de difficulté à les reconnaître. C'est les mêmes titres des vidéos que ceux qui sont sur les noms de fichiers. Oui. Parfait. Est-ce que je mets la vidéo? Quelle vidéo? Si vous le désirez. Là, tout le monde vous attend. Tout le monde aimerait bien voir votre visage plutôt que juste votre photo. Alors, on peut faire un petit test. Si vous activez donc en haut, dans la barre en haut, commencez la vidéo. Ah, OK. J'ai option d'affichage. Donc, je vais essayer des petites choses. Si je fais ça 50 option d'affichage, je vais les mettre à 100 Puis, pour la vidéo, donc, je clique. Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. OK. Ah, moi, ça me dit, vous voyez actuellement l'écran de Noah. Ah, là, je te vois. Oui. Alors, attendez, il faut que je vois la petite technique là pour que vous soyez vous. Ah, là, je viens de voir mon ordinateur. C'est spécial, ça vient OK, oui, je vois. Ah, je vois le nombre de participants, 27. C'est bien. Oui,
C'est à travers le Québec? Oui, peut-être même à travers le Canada. Ah! Bon, je pense que la vidéo, c'est uniquement moi qui peux l'ouvrir étant donné que je suis l'hôte. Ah, OK. Oui. Puis donc, moi, quand je bouge ma souris, présentement, vous ne la voyez pas? Non. OK. Fait que je ne pourrais pas vraiment utiliser la souris pour pointer certaines choses, mais je pourrais t'indiquer où pointer des fois. Alors, attendez. Ça dit votre connexion Internet est instable. Ah. Ça doit On être n'aime quoi, pas dans le quand on fond? entend ça. Parfait. Donc, ben, écoutez, j'espère que tout le monde là nous entend. Oui, effectivement, vous aurez une copie de la présentation, de même que le lien d'enregistrement du webinaire, ainsi qu'une courte évaluation. Tout ça va vous être envoyé à la suite, à la fin du webinaire par courriel. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir tout ça dans l'heure qui suit la présentation. Je voudrais juste m'assurer avant qu'on commence que tout le monde est capable de voir la présentation et également de nous entendre. Parfait. Donc, si je ne vois pas de commentaires au niveau de la boîte de dialogue, je suppose, merci, je suppose que vous êtes tous en mesure de voir la présentation sur l'écran. Merci. Bon, alors il est 12h30, passé de quelques secondes, donc on va encore attendre quelques petites minutes pour vraiment s'assurer que tout le monde puisse se joindre à nous et puis on commencera pour essayer de vraiment et finir également à temps.
Bon, ben, écoutez, on va commencer et puis ben, les autres personnes pourront se joindre à nous au fur et à mesure. Alors, merci encore à tous de vous joindre à nous au niveau du webinaire des conférences mémorables. C'est l'avant-dernier avant la fin de l'année et je suis ravie de vous voir encore une fois présent sur l'appel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Noa Bengayed, je suis la directrice recherche et développement à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Les conférences mémorables sont rendues possibles grâce au partenariat financier avec Eli Lilly, également le CCNV, plus connu sous le nom de Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, également un partenariat avec Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Donc, pour cette fois-ci, on a changé de plateforme web, étant donné que les fois précédentes, on avait eu quelques problèmes, soit de son ou les personnes ne voyaient pas également les diapositives défiler. Donc, on a changé pour une nouvelle plateforme. Alors, soyez patients avec nous aujourd'hui. J'espère que tout va fonctionner. Vous avez reçu, en fait, donc par courriel le lien web pour vous connecter au webinaire et dès que vous vous êtes connecté également, vous avez reçu le choix soit de vous connecter via votre téléphone ou via votre ordinateur. Donc, si vous m'entendez et puis que vous voyez également la diapositive, ben, vous êtes au bon endroit. Alors, Dr Laforce va également présenter pendant plus ou moins 45 minutes et on gardera les dernières 15 minutes pour une période de questions-réponses. Donc, je vous prierai de garder également vos questions pour la fin de la présentation et pour justement ne pas interférer dans la présentation. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue pour poser vos questions et j'y répondrai également par écrit. Alors, sans plus tarder, je vous présente également aujourd'hui donc notre conférencier qui est Dr Robert Laforce, qui est un neurologiste comportemental et un psychologue au niveau de la clinique interdisciplinaire de mémoire au CHUQ Québec, de l'Université de Laval à Québec. Il a reçu son doctorat en neuropsychologie en 98 et il a également suivi un cours de médecine au niveau de l'Université Laval qu'il a complété avec une résidence en neurologie en 2011. Il a également suivi un fellowship qui est, je pense que c'est un postdoctoral au niveau de l'Université de Californie à San Francisco et au niveau de l'Université de Berkeley en Californie sur la neurologie comportementale et également avec une composante imagerie pour la protéine bêta-amyloïde. À travers sa carrière, Dr Laforce a publié plus de 150 publications dans des revues internationales qui incluent notamment le Lancet, Brain, Neurology, Annals of Neurology, Alzheimer Research and Therapy, donc que des journaux d'une grande expertise et on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous pour nous entretenir sur les démences frontotemporales. Donc, merci beaucoup, Dr Laforce, d'avoir accepté notre invitation. Et écoutez, je vous cède la parole. Ça me fait plaisir, Noa. Merci beaucoup de cette belle invitation. Je veux te saluer pour ton grand dynamisme parce que je comprends que d'organiser tout ça à chaque année, ça prend beaucoup d'énergie. Puis, c'était un plaisir de pouvoir être invité puis de participer. Puis, je suis content de voir qu'on a 38 personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je voulais parler du spectre des démences frontotemporales parce que si on recule dans le temps, il y a une quinzaine d'années, on méconnaissait la maladie d'Alzheimer dans sa variante classique. Maintenant, on a vraiment une bonne compréhension de la maladie d'Alzheimer dans sa forme classique qui est la plus fréquente des maladies dégénératives. Mais imaginez donc le spectre des démences frontotemporales qui était à l'époque négligé, mais qui l'est encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Donc, plus on avance, plus on évolue dans notre compréhension des maladies dégénératives, bien, plus le spectre des démences frontotemporales gagne à être connu, puisque dépister tôt peut nous aider à faire un diagnostic tôt puis d'intervenir de la bonne façon, au fond, avec ces formes de maladies-là. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Le spectre des démences frontotemporales » parce que c'est vraiment un spectre de dysfonction. On va aller à la deuxième diapositive, s'il vous plaît. Et donc, pour bien positionner les démences frontotemporales que j'ai abrégées là, par DFT, vous voyez les 5 principales. Hein. La première à gauche, c'est vraiment la plus fréquente. C'est ce qu'on appelle la variante comportementale.
Ensuite, il y a les aphasies primaires progressives. Il y en a deux formes principalement, la variante sémantique puis la variante non fluide. Il y a la maladie du neurone moteur, donc la sclérose latérale amyotrophique, par exemple, qui peut s'associer à la DFT. Il y a le syndrome corticobasal et aussi la paralysie supranucléaire progressive. Donc, les conditions de droite, le syndrome corticobasal, la PSP, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, c'est des sujets en soi. Je vais glisser quelques mots sur la maladie du neurone moteur et la démence frontale. Et pour les aphasies primaires progressives, vraiment, je vais y faire allusion au fil de la présentation, mais on va se concentrer vraiment sur la forme la plus fréquente, c'est-à-dire la variante comportementale, celle que vous voyez à gauche. Mais c'est important d'avoir une idée de la sphère dans laquelle on se retrouve. Alors, on peut aller à l'autre diapo. Merci. Donc, le spectre des DFT, je vous le présente dans le fond par cette diapositive-là. Je comprends qu'elle est très chargée, mais s'il y a une diapositive à retenir qui va vous permettre de faire un bon résumé sur l'ensemble de la problématique du point de vue médical, du moins, c'est celle-là. Parce que vous voyez dans la colonne de gauche, la protéine qui est impliquée, la protéine qui est en cause. Vous avez un petit peu plus bas le phénotype, donc qu'est-ce que ça a de l'air cliniquement. Vous avez la pathologie lors de l'examen neuropathologique, c'est-à-dire par le pathologiste à la fin. Et vous avez aussi la composante génétique. Donc, la colonne de gauche nous permet de voir les 4 grands aspects des démences frontotemporales. Puis, le point que je veux faire, c'est qu'en démence, au fond, en trouble neurocognitif majeur, on fait face à des gens, des familles, mais fondamentalement, nous, comme médecins, on essaie de comprendre pourquoi le cerveau en est venu à se dégénérer de cette façon-là. Et ce qui nous aide à comprendre ça, c'est le type de protéines qui s'accumulent. Alors, si vous regardez la première ligne où on défile les protéines, vous avez le TDP43, le FOS, le tau, TAU, vous avez A-bêta, l'amyloïde bêta, l'alpha-synucléine, puis la protéine prion, qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Mais pour la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment une accumulation d'A-bêta à l'amyloïde bêta. Alors que pour le spectre des démences frontotemporales, c'est les 3 protéines sur la gauche, c'est-à-dire le TDP43, le FOS et puis la protéine tau. Donc, c'est vraiment une bébite complètement différente de la maladie d'Alzheimer ou encore de la maladie à corps de Lewy, où on va voir de l'alpha-synucléine s'accumuler, ou encore de la protéine prion là, dans le crucifère Jacob. Le phénotype, ce que je veux faire remarquer, sur la ligne du phénotype, donc vous avez là ALS pour la sclérose latérale amyotrophique, FTD, c'est DFT en anglais, MND pour Motor Neuron Disease, SD, c'est pour la démence sémantique, BV-FTD, c'est pour la variante comportementale de la démence frontotemporale, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. PNFA pour l'aphasie progressive non fluide. Vous avez le CBD qui est le syndrome corticobasal, puis la PSP, la paralysie supranucléaire progressive. Donc, le spectre que je vous ai montré au schéma précédent, vous le retrouvez comme étant explicable soit par le TDP43, le FOS ou le tau. Donc, ça, c'est un point que je veux faire en commençant. C'est que la même protéine peut donner naissance à une maladie qui est différente. Donc, vous pouvez avoir une protéine tau, TAU, là, qui s'accumule dans le cerveau et qui donne lieu soit à une variante comportementale ou soit à une paralysie supranucléaire progressive. La troisième ligne, la ligne de la pathologie, c'est pas mal en ligne avec ce que je viens de décrire. Puis je veux attirer votre attention sur la quatrième ligne, celle des gènes. Si on prend la maladie d'Alzheimer comme telle, la forme familiale génétique est très rare. C'est 3% des cas. Hein. C'est soit la PS1, la PS2 ou l'APP. C'est seulement 3% des cas de maladie d'Alzheimer familiale génétique qui sont explicables par des mutations. Mais pour la maladie frontotemporale, on parle de près de 40% des cas qui sont explicables par des mutations. Et vous avez donc les 3 grandes mutations à retenir. Là. Sur la première colonne, vous avez le C9 ou RF72. Sur la troisième, vous avez le FOS, FUS, puis la quatrième, le MAPT. Et au Québec, on est très riche en MAPT. Moi, je suis près d'une dizaine de familles au Québec qui ont la mutation MAPT pour Microtubule Associated Protein Tau. On peut aller à la prochaine. Noua. Merci. Donc, les bases moléculaires génétiques de la maladie frontotemporale, on peut avancer encore, Noua, s'il vous plaît. Il faut retenir que c'est les 3 protéines, le tau, le TDP43 et le FOS.
Et vous voyez que ces protéines-là sont quand même relativement récentes. La protéine Tau, c'est 1986, ça fait quand même un bout. Mais le TDP-43 a été découvert en 2006 et le FOS en 2009. Et je pense que ça explique un peu aussi le retard dans les connaissances par rapport aux démences frontotemporales. On peut aller à la prochaine. Donc, je voulais vous montrer des images parce qu'on vous parle de ça, puis des fois, c'est flou. Une inclusion taux de la protéine tau TAU, par exemple, dans la paralysie supranucléaire progressive, là, que j'ai abrégée par PSP, ou dans la maladie de Pick, ou dans le syndrome corticobasal, ben, ça a cette allure-là. Ça peut être au niveau du neurone, ça peut être au niveau des astrocytes. Et ça, c'est à la pathologie, donc c'est au décès du patient qu'on va pouvoir identifier ces formes de pathologie-là. On peut aller à la prochaine. Noua, on peut aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Le TDP-43, ça vous met une image sur un terme. Ça peut être de 4 types. Il y a le type A, B, C, D. Mais je voulais que vous voyiez un peu qu'est-ce que ça a l'air dans le cerveau. C'est ça, le TDP-43, qui peut s'accumuler et donner naissance à la démence frontotemporale. On peut continuer à avancer. Et le FOS, que vous voyez sur la gauche, là, A, B, C, D. Donc, c'est la pathologie qui peut se retrouver. Ça, c'est un cas qu'on avait décrit, un homme de 44 ans qui avait présenté donc des changements de comportement très, très, très importants. Au décès, donc, on avait pu voir la pathologie que vous voyez sur la gauche. On continue. Oui, on peut passer celle-là. Donc, oui, on peut continuer à avancer. L'historique des maladies frontotemporales remonte à 1892. Donc, c'est Arnold Pick qui avait décrit cette entité-là. On peut aller à la prochaine diapositive. La maladie frontotemporale touche, c'est pas surprenant, de façon préférentielle les lobes frontaux et les lobes temporaux. Vous voyez sur l'image du cerveau comment le cerveau est très atrophié. Hein. On parle d'une atrophie en lame de couteau. Et à l'époque, c'était le docteur Pick, qui était un neurologue, pas un neurologue, mais un pathologiste, qui avait identifié les corps de Pick. Et c'était nécessaire à l'époque pour le diagnostic. Vous avez probablement encore dans le vocabulaire relié à la démence frontotemporale la maladie de Pick. Or, les corps de Pick sont tout simplement de la protéine Tau. Et dans le spectre de toutes les formes de protéine Tau, je vous en ai montré 3 tout à l'heure, ben, les corps de Pick sont relativement peu fréquents. Donc, on n'appelle plus ça la maladie de Pick. Là. En 2018, on ne parle pas de la maladie de Pick, on va plus parler de la maladie frontotemporale et le spectre de pathologie moléculaire est très variable. La plupart du temps, ça va être la protéine Tau, mais ça peut être le TDP-43 ou encore le FOS. On peut continuer. 1992, vous avez aussi en 1911 Alois Alzheimer parce que ça a été un des premiers, sinon le premier, à identifier la pathologie associée aux maladies frontotemporales parce que Alois Alzheimer, qui était pathologiste lui aussi, utilisait les colorations argentées. Et donc, c'est lui qui a pu mettre en évidence les colorations, mais on a gardé le nom de corps de Pick puisque c'est les étudiants de Pick qui avaient connu ces travaux comme étant les premiers travaux dans le domaine. Puis par la suite, donc, Escurol en 1957. Vous voyez comment ça a été long. Les critères de Neary en 1986, puis révisés en 1998. Ça a pris vraiment du temps avant qu'on s'intéresse à ces formes de maladies-là, probablement parce qu'elles étaient plus rares. On peut continuer. Je vous dirais que le groupe international qui s'est le plus intéressé aux démences frontotemporales, c'est le groupe de la Californie. On peut avancer. Bruce Miller, donc, qui lui, on peut avancer à la prochaine diapositive. Vous voyez, tous les gens dans le bas qui sont impliqués dans ces travaux. Bruce Miller qui a créé un groupe où on s'intéresse aux maladies frontotemporales sur plusieurs angles, pas juste l'angle de la pathologie. Vous voyez dans le centre en bas, là, les neurones à l'examen pathologique, mais aussi au point de vue de la neuropsychologie. En haut à gauche, il y a Joel Kramer, donc, qui a développé des tests pour bien reconnaître ces variantes-là. Il y a toute la question de la cognition sociale par Kate Rankin, toute la question des aphasies par Marie-Lou Gorneau-Tempini en haut à droite, toute la question de l'imagerie Howie Rosen et à gauche, en bas, la question des mutations. Donc, ils sont vraiment un groupe qui aborde les démences frontotemporales sous tous les angles. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est ça qui a fait que nos connaissances ont beaucoup augmenté par rapport à ces maladies-là.
si on continue à la prochaine diapositive, vous voyez là, de 1990 à 1999, 76 articles sur la DFT. Pratiquement personne ne s'intéresse à ça. 2000 à 2009, on booste à 2198, bon majeur. Et là, pour 2010 à 2018, on est près de 7590 références. Donc, pour la dernière décennie, de 2010 à 2018, puis c'est pas encore fini, il reste un an, on a vraiment là presque triplé à partir de la décennie précédente le nombre d'articles sur PubMed en lien avec la maladie frontotemporale. On continue. Donc, si on regarde le tableau global, c'est évident que la forme de maladie dégénérative la plus fréquente demeure la maladie d'Alzheimer et les formes de pathologies associées, donc l'alpha-synucléine, le vasculaire, ainsi de suite. Hein, c'est près de 75% des cas. Mais dans les démences atypiques, donc à l'époque, on reconnaissait peu, maintenant avec le spectre moléculaire, on parle d'à peu près 20% des cas. On continue. C'est la troisième cause de démence après la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lewy. On dit qu'elle est sous-diagnostiquée. C'est une cause fréquente, hein, c'est nez à nez avec la maladie d'Alzheimer pour l'âge 45 à 64. Donc, c'est une cause fréquente de démence présénile. Les gens qu'on voit ici à la clinique de mémoire, ils n'ont pas 85 ans en démence frontale, ils ont 45 ans, ils ont 50 ans, ils sont sur le marché du travail, ils ont des enfants souvent qui les amènent en disant « il y a quelque chose qui se passe avec ma mère ». Ça ne fonctionne plus au travail. Ce n'est pas des gens qui sont à la retraite ou encore en CHSLD depuis 5 ans. C'est la forme la plus fréquente, en fait, sous les 60 ans, plus fréquente que la maladie d'Alzheimer. On continue. Est-ce que c'est rare après 70 ans? Bien, il y a des auteurs qui ont montré qu'effectivement, il ne faut pas le sous-estimer. La démence frontale peut se présenter aussi au-delà de 70-75 ans, mais c'est beaucoup plus fréquent en âge plus jeune. On continue. Donc, la génétique, contrairement à la maladie d'Alzheimer, où les mutations causent à peu près 3% des cas, dans la maladie frontotemporale, c'est près de 40% des cas qui sont causés par des mutations. Elle va toucher donc les régions frontales, temporales, c'est souvent prédominant, donc asymétrique, soit à gauche ou à droite, plus souvent à droite en fait. Et dans certaines formes, comme vous avez vu sur mon schéma général du spectre des DFT, il y a des implications motrices, c'est-à-dire dans la paralysie supranucléaire progressive ou le syndrome corticobasal ou la SLA qui s'associe au DFT. On a souvent du parkinsonisme qui va se greffer ou des problèmes moteurs ou des atrophies musculaires qui vont se greffer. Donc, ce n'est pas le genre de pattern qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, des overlaps moteurs ou des anomalies comme du parkinsonisme. Mais dans la maladie frontotemporale, on va voir un chevauchement avec ces problèmes cliniques-là qui sont plus en lien justement avec la pathologie tau, le TAU, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut avancer. Donc, on va s'attarder sur la variante comportementale plus en détail maintenant. On peut avancer. En 2011, les nouveaux critères sont parus avec un groupe international incroyable de plusieurs auteurs dans le monde qui ont tous pris des cas qui avaient une pathologie prouvée. Hein? À l'examen pathologique, là, cliniquement, c'était des démences frontale dans leur variante comportementale, mais pathologiquement, ils étaient tous prouvés comme étant des cas vraiment de pathologie frontotemporale. Et les critères diagnostiques, donc, ont été élaborés à partir de ces cas-là. Et on a amélioré les critères de NEARI que je vous avais montré là, de 1998 pour améliorer la précision de 53 à 86%. Donc, on a des bons critères de démence frontale maintenant depuis 2011. On avance. Ça les est, les critères. Ça nous en prend 3 sur 6. Donc, au premier plan et de façon précoce, une désinhibition comportementale. Ça veut dire des choses qui sont inappropriées en situation sociale. Si je suis en train de donner une conférence, il y a des termes que je vais utiliser qui ne sont pas les mêmes que si je suis dans un gymnase ou dans un vestiaire de hockey quand je suis fâché après mes coéquipiers de hockey. Alors, la désinhibition, c'est un comportement qui est inapproprié en situation sociale. L'apathie ou l'inertie précoce, c'est vraiment ne rien faire puis ne pas être dérangé du fait qu'on ne fait rien. Et ça, ben, les familles vont dire, on pense qu'il est déprimé parce qu'il ne fait rien, mais dans le fond, il n'y a pas de l'air triste. Et ça va être notre rôle de départager, est-ce que c'est de l'apathie ou c'est de la dépression? Une perte d'empathie ou de sympathie qui est précoce,
les gens deviennent peu empathiques, alors qu'avant, ils étaient des êtres chaleureux, compréhensifs, peuvent donc passer des commentaires très désobligeants face à une situation qui est triste. Des comportements persévératifs, stéréotypés ou compulsifs, ritualisés, ça aussi, ça peut être précoce. Donc, de faire des gestes à répétition qui n'ont pas de but, taper des pieds, taper des mains, faire un bruit avec sa bouche, à répétition, sans arrêt, et vraiment sans caractère constructif, on va voir ça. L'hyperoralité, donc ça peut être pour le sucre, ça peut être pour l'alcool, ça peut être en fait pour tout ce qui leur tombe sous la main. Une tendance vraiment à exagérer l'ingestion d'aliments et des changements alimentaires de l'ordre de la rigidité alimentaire. Donc, toujours devoir manger la même chose à la même heure, pas à 8h15, pas à 8h30, mais à 8h10, et sans raison particulière. Le point numéro 6, donc un profil neuropsychologique de troubles exécutifs avec la préservation relative de la mémoire et des fonctions visuospatiales. Et ça, c'est important. Les plaintes que les gens nous apportent à l'histoire ne sont pas tant des plaintes de troubles d'orientation et de mémoire, mais davantage des plaintes de l'organisation quotidienne. Ils sont désorganisés dans leur routine, ils ont de la difficulté à mener une action à terme, comme par exemple organiser un souper, mais pas parce qu'ils ont oublié d'inviter des gens ou ils ont oublié d'aller chercher des aliments, mais parce qu'ils sont désorganisés dans leur préparation, leur planification, la capacité de s'ajuster en fonction d'un changement dans l'horaire, des choses comme ça. Les fonctions visuospatiales sont souvent touchées dans la maladie d'Alzheimer aussi, comme la mémoire, alors que dans la maladie frontotemporale, ce n'est pas au premier plan. On peut continuer. Donc, DFT probable, c'est qu'on va voir les critères que je vous ai mentionnés un peu plus tôt, c'est-à-dire 3 sur 6 des critères qui sont mentionnés un petit peu plus tôt. Une atteinte du fonctionnement, et on va avoir donc l'imagerie qui va démontrer soit une atrophie ou encore un hypométabolisme dans certaines régions là, clés, comme les régions frontales et temporales. On peut continuer à avancer. Alors, à l'imagerie, là, vous voyez à droite un exemple d'imagerie du cerveau où, au niveau des lobes frontaux, c'est-à-dire en haut, là, vous voyez l'atrophie en lame de couteau. On dit en anglais knife edge atrophy, c'est vraiment impressionnant. Alors que si vous regardez les régions dans la base du cerveau, les régions pariétales, c'est très bien, c'est plein de neurones, mais pas en avant. Et à gauche, vous avez la pathologie là, qui montre l'atrophie en lame de couteau. Une prochaine diapo. Les régions qui sont particulièrement vulnérables dans la maladie frontotemporale, vous les voyez là, le cortex préfrontal dorsolatéral qui est en vert, le cortex orbitofrontal qui est en bleu, qui est impliqué dans l'inhibition, et le cortex aussi singulaire antérieur qui, lui, va être impliqué dans la drive, la motivation, l'initiative, celui qui est comme en mauve. Et ces régions-là vont s'atrophier progressivement dans la maladie frontotemporale et ce sont des réseaux très, très, très différents de ceux qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer. On continue. Ça, c'est un exemple d'imagerie métabolique. Et tout ce que vous voyez au lobe frontaux en avant, là, et rouge, jaune, vert, ça, c'est très, très, très hypométabolique. Ça veut dire que les neurones qui sont dans ces régions-là ne sont pas opérationnels. Ils ne fonctionnent pas sur 12 cylindres. Alors que les régions postérieures, donc les lobes pariétaux, temporaux, postérieurs, sont bien, bien, bien fonctionnels. On peut continuer. Donc, c'est sûr qu'il faut exclure d'autres anomalies. Si le patient a une tumeur dans le lobe frontal, Allô? si le patient a une Oui, on problématique vous entendait psychiatrique, plus. Oui, Ah, OK, c'est bon. Alors, on peut continuer. oui, allez-y. Prochaine diapo. Donc, le biomarqueur qu'on peut utiliser notamment, c'est celui de l'imagerie amyloïde. Vous voyez là, sur la gauche, c'est marqué AD pour Alzheimer's disease et FTLD pour Frontotemporal Lobar Dementia, donc la démence frontotemporale. Et vous voyez que sur les images qui sont tout de suite à côté de Alzheimer's disease à gauche, il y a une accumulation d'amyloïdes, c'est-à-dire c'est jaune, c'est rouge.
Et la protéine amyloïde est absente dans le continuum des dégénérescences frontotemporales. Vous voyez, les deux cerveaux du bas à gauche sont bleus. Il n'y a pas de jaune ni de rouge. Donc, il n'y a pas d'accumulation de protéines amyloïdes dans ces problématiques. Donc, le biomarqueur peut nous servir à départager les deux. On peut continuer. Ouais, ça, on va la passer. On peut avancer. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça vous compare la puissance des critères, des anciens critères de 98 avec la puissance des nouveaux critères de 2011. Et donc, on est passé de 56 à 85 de sensibilité avec les nouveaux critères. Donc, je pense que c'est une avancée majeure qui nous permet maintenant de détecter beaucoup plus de cas qu'à l'époque. On peut avancer. En 2011, donc, en 2013, on a publié cet article-là où on s'est intéressé à la fidélité entre différents observateurs, donc différents médecins qui avaient des vidéos de patients, des imageries de patients, des histoires cliniques de patients et qui devaient dire, moi, je pense que c'est tel diagnostic et moi, je pense que c'est tel diagnostic. Et vous pouvez aller à l'autre diapo. 1% de fidélité entre les différents médecins observateurs qui ne connaissaient pas les cas. Donc, les critères sont fiables entre les observateurs. Et les symptômes qui étaient les plus rapportés, bien, vous les voyez, là, la désinhibition, l'empathie, la sympathie, les comportements persévérateurs ou persévératifs, l'hyperoralité et l'apathie. Si on va à la prochaine diapositive, je vais vous montrer des exemples parce que concrètement, c'est beaucoup plus intéressant quand on voit des vrais exemples que juste en parler comme ça. C'est quoi la désinhibition? Donc, je vais vous demander de regarder le dîner de Noël puis de me dire ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas de son. Noah, est-ce que... Ouais. Est-ce que vous êtes en mesure de voir la vidéo? Oui, je peux voir la vidéo, mais je n'entends pas le son. Là, je pense que j'entends le son, ouais. Très bien. On peut revenir à la présentation. Donc, vous avez vu sur cette petite vidéo-là, hein, c'est bien certain que tout le monde a déjà liché l'assiette du pudding chômeur à grand-maman. Puis c'est compréhensible parce que c'est tellement bon. Sauf qu'au dîner de Noël, il y a un certain protocole qu'on respecte. Puis vous avez vu cette personne-là là, qui liche ardemment son assiette lors d'un dîner qui est tout de même plus protocolaire que n'importe quel autre dîner de l'année, alors qu'il y a plusieurs personnes, tout le monde est bien habillé. Et c'est vraiment l'agressivité avec laquelle il va licher son assiette qui est impressionnante. On peut aller à l'autre diapo. Alors, ouais, on va faire jouer cette vidéo-là. C'est important de bien écouter le son. Sorry to interrupt, but I'm just looking. You've got quite a view from this room. It is. It's not a corner, but I mean, God, it's spectacular. You see the bridge, the headlands. Which field is this down here? Yeah, I was going to say, sorry, isn't it? Yeah. I got it. Oh, how often do they not do your windows? C'est bon, on peut fermer. Excellent. On peut revenir à la présentation. Donc, dans cette vidéo-là, au fond, la clinicienne informe le patient qu'il a une maladie dégénérative du cerveau. Et la première chose que le patient fait,
c'est qu'il dit, écoutez, je m'excuse de vous interrompre, mais puis là, il se lève, il regarde devant lui, puis il demande c'est quoi parce que là, vous ne le voyez pas par la fenêtre, mais il y a comme une piste de course dehors, puis donc il s'informe à savoir c'est quoi la piste de course qui est là. Puis par la suite, donc, il va commenter sur les fenêtres qui ne sont pas faites régulièrement. Donc, quand on parle de désinhibition, de manque d'empathie, c'est quand même une situation extrêmement troublante quand un médecin ou une équipe médicale vous informe que leur opinion, c'est qu'il y a une maladie dégénérative, mais le patient est comme détaché complètement de cette réalité-là. Les gens qui ne connaissent pas la maladie frontotemporale vont dire « Ah non, il est en déni ». Mais nous, on ne parle pas de déni ici. On parle des régions du cerveau qui sont comme pas en mesure d'apprécier la situation. Ce n'est pas un mécanisme de défense psychologique parce que bien souvent, la personne a perdu l'autocritique pour réaliser l'ampleur de la situation. Donc, c'est plutôt une dégénérescence de certains neurones qui nous permettent d'apprécier justement la sévérité ou la signification de la situation. Donc, c'est ça qu'on voit, une discussion médicale qui est très, très, très touchante et tragique pour les membres de la famille, mais un patient qui est là, puis qui regarde au plafond, qui regarde à gauche, qui se lève, qui va dans le corridor, puis qui demande si il pouvait aller chercher un verre d'eau. On va au prochain. On peut faire jouer celui-là. Si on est capable de mettre le son. Celui-là est important. Le comportement-là, il y a un mois. Les autres comportements qu'elle peut faire de ce type-là, c'est Noah, si tu peux le repartir du début. Ouais. Donc, elle va cogner les pieds comme ça en répétition. Excellent. Bon. Comment ça va, Louiselle? Très bien. Ça va bien? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ah, Louiselle? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça va bien? Très bien. Très bien. Bon, puis qu'est-ce que vous faites de vos journées? C'est bon. On peut l'arrêter, Noah. On peut revenir, ouais. Merci, Noah. Tu fais super bien ça. C'est pas facile de manipuler des vidéos. Ici, donc, c'est ce que je veux vous illustrer, c'est les gestes stéréotypés. Cette patiente-là, donc, passe la plupart de sa journée à taper des pieds. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi vous tapez des pieds? Pourquoi vous faites ça? Elle va dire, oui, ça va bien, merci. Oui, merci. Oui, merci, ça va bien, merci. Il n'y a pas de substrat, il n'y a pas d'explication. Une personne qui aurait un trouble anxio-dépressif, qui aurait des obsessions et des compulsions, pourrait davantage nous expliquer que en tapant des pieds 5 fois, ça permet de diminuer l'anxiété, puis c'est le comportement qu'ils ont réussi à trouver pour vraiment diminuer l'anxiété. C'est pas ça qu'on a en maladie frontotemporale. On a plutôt un comportement persévératif, stéréotypé, répété, mais sans but, puis sans explication claire à savoir pourquoi le patient passe des heures à faire ça. On peut continuer. Ça, on peut continuer. On ne le présentera pas. On continue. Lui non plus.
On va arriver ici. Alors, le problème avec la maladie frontotemporale, c'est que le taux de mauvais diagnostic est quand même élevé. Ici, là, c'est des patients qui étaient, pour lesquels on avait caché le diagnostic médical. C'est près de 252 patients. Si vous regardez toutes les conditions, là, à gauche, en bas, c'est Behavioral Variant FTD, donc la variante comportementale des DFT, celle dont on discute aujourd'hui. La maladie d'Alzheimer, AD. SEMD, c'est Semantic Dementia, la démence sémantique, qui est une variante de l'aphasie primaire progressive. PNFA, c'est le Progressive Non-Fluent Aphasia. CBD, c'est le syndrome corticobasal. PSP, c'est la paralysie supranucléaire progressive. Puis ALS pour la sclérose latérale amyotrophique. Et vous voyez que la condition pour laquelle il y a le plus de misdiagnosis, de mauvais diagnostics, c'est la variante comportementale parce qu'il y a un chevauchement avec les maladies psychiatriques. Et on peut dire aussi qu'il y a le tiers des patients qui ont une variante comportementale qui vont avoir un diagnostic à saveur psychiatrique tôt dans la maladie. Donc, ils sont dirigés dans les unités de psychiatrie, ils sont traités par des psychiatres, sont évalués par des psychiatres et la pathologie sous-jacente n'est pas nécessairement anxieuse ou dépressive ou psychotique ou autre, mais est une pathologie frontotemporale et ça peut prendre des fois jusqu'à 5 ans avant que le patient soit redirigé en neurologie comportementale. On peut continuer. Les conditions qui sont le plus souvent diagnostiquées en psychiatrie à tort, puisqu'il s'agit de maladies frontotemporales, sont la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie. Particulièrement les dépressions atypiques, les troubles bipolaires d'apparition tardif, la schizophrénie. On va parler de troubles schizophréniformes atypiques ou pas spécifiés autrement. On va parler de gens souvent qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques puis qui ont développé, soi-disant, une problématique psychiatrique en âge plus avancé. Donc, quelqu'un qui n'aurait jamais eu de diagnostic de dépression à l'âge de 30 ans, de 40 ans ou 50 ans, puis tout d'un coup, à 55 ans, se tape une dépression psychotique, ça doit être un drapeau rouge. Ou qui attrape un diagnostic de trouble bipolaire tardif, à 55 ans, ça doit nous allumer sur la possibilité d'une maladie frontotemporale en installation. On peut continuer. Bon, c'est pas évident de dire c'est-tu la DFT ou c'est une maladie psychiatrique. Dans l'entrevue, choses qui peuvent nous aider, les antécédents médicaux, personnels et familiaux, le fonctionnement prémorbide, l'utilisation de substances, de médicaments, l'évolution, la progression des symptômes comportementaux, psychiatriques et cognitifs, les stresseurs, l'intensité, l'atteinte du fonctionnement, puis naturellement l'examen mental. Si le psychiatre vous dit « j'ai vraiment pas l'impression que c'est un problème psychiatrique, il faut que les oreilles soient grandes ouvertes pour la possibilité d'une maladie frontotemporale », si le patient n'a pas répondu à une médication qui est connue pour avoir un impact sur l'anxiété ou connue pour avoir un impact sur la dépression, ou à une intervention en psychothérapie avec un psychologue, c'est des choses qu'il faut garder en tête comme étant possiblement des signes qu'il y a un problème en installation. Puis dans ce cas-là, ben, c'est toute la traque neurologique avec l'investigation de l'imagerie cérébrale, les biomarqueurs, les tests cognitifs, et ainsi de suite. On peut continuer. La situation qui est en 2011, on a décrit 4 variantes de la maladie d'Alzheimer. Bien entendu, celle que tout le monde connaît, c'est la variante amnésique, la variante classique amnésique de la maladie d'Alzheimer qui demeure la plus fréquente. Mais il y a au moins 4 variantes différentes de maladie d'Alzheimer. Il y en a une qui est langagière, la variante logopénique. Il y en a une qui est plus visuelle, la variante qu'on appelle l'atrophie corticale postérieure. Et il y en a une autre qui est celle qu'on appelle comportementale dysexécutive. Et ça, on peut dire que c'est récemment qu'on a commencé à mieux caractériser cette condition-là. Donc, Rick Austin-Copley avec Gil Rabinovich, donc en 2015, un article super intéressant dans Brain, où donc ils ont étudié des cas nécessairement qui avaient des profils comportementaux, mais aussi des changements frontaux, d'allure frontaux dysexécutifs, des anomalies donc aux tâches exécutives, sans grande atteinte de la mémoire comme telle, pour se rendre compte, dans le fond, que 52% des patients qui avaient un Alzheimer frontal qui était prouvé à l'aide d'un biomarqueur
rencontraient les critères pour une variante comportementale de la démence frontotemporale. Et la seule façon d'aller départager les deux était vraiment à l'aide d'un biomarqueur. C'est pour ça qu'en 2018, on met beaucoup l'accent sur le biomarqueur parce que la présentation clinique initiale peut être pratiquement identique entre une maladie d'Alzheimer comportementale exécutive versus une variante comportementale de la démence frontotemporale. Et ça, le biomarqueur va nous permettre de trancher dans ces situations-là. Ça a un impact parce qu'on veut les traiter comme il faut, ces patients-là. Puis on veut aussi pouvoir informer les familles de l'histoire naturelle de la maladie. Et c'est pas la même si c'est une variante comportementale de la démence frontotemporale versus un Alzheimer frontal ou un Alzheimer exécutif. On peut aller à la prochaine diapositive. Donc, ça, c'est une diapositive générale pour montrer qu'en général, l'atrophie dans les cerveaux de patients qui ont la démence frontotemporale est plus en bleu en antérieur, alors que l'atrophie dans les patients qui ont la maladie d'Alzheimer est plus en postérieur. Ceci dit, ça, c'est des grands thèmes, mais ce n'est pas nécessairement vrai pour chaque patient. On peut avancer. Donc, on revient au tableau global. On a fait le tour de la variante comportementale. On va avancer à la prochaine diapositive. Je vais vous parler un petit peu là, des changements cognitifs qu'il y a dans la sclérose latérale amyotrophique aussi, qui peut s'associer à la démence frontotemporale. Donc, les patients donc, qui ont une sclérose latérale amyotrophique peuvent en soi, sans nécessairement avoir de démence frontotemporale, avoir des changements cognitifs. On peut aller à la prochaine. Et vous voyez que les patients qui ont la SLA, qui n'ont pas de démence nécessairement, quand on leur fait des scans, on peut montrer qu'ils ont des changements dans le métabolisme du cerveau. Vous pouvez voir là, sur la dernière ligne du bas, à gauche, des patients qui ont une sclérose latérale amyotrophique, qui montrent les zones qui sont en rouge, c'est le lobe frontal, hein, à gauche et à droite, qui sont hypométaboliques. Donc, juste la sclérose latérale amyotrophique comme telle peut donner des changements cognitifs. Et on sait que la SLA peut s'associer à la démence frontale. Donc, ça va combiner d'autres déficits cognitifs. On peut continuer. Le C9 que vous voyez là en haut de l'avion, c'est la cause la plus fréquente de sclérose latérale amyotrophique associée à la démence frontotemporale. Donc, quand on a un cas qui va combiner la SLA et la démence frontotemporale, il faut toujours se poser la question par rapport au C9. Et vous savez, ces connaissances-là ont été découvertes en 2011. Alors, ça fait juste 7 ans qu'on est au courant de ça. Donc, il y a probablement beaucoup de cas actuellement qui sont des C9, qui sont des scléroses latérales avec la variante comportementale, mais qu'on n'a pas vraiment diagnostiqué. Fait que je vais juste en parler brièvement. On peut continuer. Ça, on va passer celle-là. Celle-là aussi. On peut avancer encore. Bon. En termes de traitement, on privilégie beaucoup les traitements non pharmacologiques. Donc, pour les stéréotypies, pour le manque d'empathie, pour la désinhibition, on a beaucoup de succès avec des stratégies non pharmacologiques. Donc, ça dépend du comportement qui est en cause. Chaque intervention est adaptée au patient. Et c'est là que nos ergothérapeutes, nos travailleurs sociaux, les gens qui sont sur le terrain peuvent nous aider en fonction des préférences antérieures du patient pour s'assurer qu'on minimise les comportements inappropriés. Le traitement pharmacologique, le deuxième bloc, c'est orienté vers les symptômes, mais il n'y a aucune molécule qui est approuvée. Donc, c'est les classiques, c'est les antidépresseurs, c'est les neuroleptiques. La trazodone, le Désirel est intéressante à haute dose pour les comportements inappropriés. Parler de bénéfices chez ces patients-là, mais il n'y a aucune molécule qui est approuvée pour le traitement. Vous voyez la dernière ligne, là, CHE, c'est pour les cholinesterase inhibitors, donc les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase qu'on utilise en maladie d'Alzheimer, ou encore la mémantine qu'on utilise en maladie d'Alzheimer, qui est un récepteur NMDA, un antirécepteur NMDA. Il n'y a aucune indication en démence frontotemporale d'utiliser ces inhibiteurs-là, ou encore la mémantine, parce qu'ils peuvent même aggraver la présentation de la maladie. On peut continuer. Les ressources, il y en a plusieurs. C'est surtout en anglais. Sur notre site, la clinique de mémoire, on a des étudiants de médecine d'été là, qui sont à étoffer les ressources, mais si vous regardez
for Frontotemporal Dementia, theaftd.org, c'est très bien, beaucoup d'informations de qualité. Il y a le site de UCSF, il y a sur les sites des sociétés Alzheimer aussi. Il y a un autre groupe qui est le International Society for FTD, donc ISFTD, puis qui donne aussi de l'information sur les DFT. Puis naturellement, nous, on a nos brochures locales dans les cliniques de mémoire. On peut continuer. On peut passer celle-là. Passer celle-là aussi. On peut passer celle-là aussi. Vous allez avoir beaucoup d'infos sur le PDF, là, sur le PowerPoint que Noah mettra à votre disposition, mais je veux passer rapidement là-dessus. Je veux parler donc d'une étude très importante, une étude internationale à laquelle on participe ici à Québec, qui s'appelle GENFI. Puis vous nous voyez en haut à gauche, là, on est le Canada. Il y a mon collègue Simon Ducharme, qui est un neuropsychiatre à Montréal, qui est dans l'équipe à Montréal. Il y a nous à Québec, puis il y a deux groupes à Toronto. Et donc, vous voyez tous les autres sites qui sont européens. C'est en Suède, c'est à Londres, c'est Espagne. Docteur Laforce, on vous a perdu. On recrute je dirais, c'est d'aller étudier les gens qui n'ont pas encore développé la maladie pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de leur cerveau, qu'est-ce qui est la dégénérescence, où est-ce que ça se passe, afin d'intervenir plus tôt. Donc, si on va à la prochaine diapositive, ce qu'on se trouve à faire, c'est un peu copier le modèle qui a été fait pour l'Alzheimer. Dans le modèle pour l'Alzheimer de Randy Bateman, ça c'est l'article dans New England en 2012, c'est l'étude DIAN. DIAN, c'est Dominantly Inherited Alzheimer's Network. Ce sont tous des variantes génétiques de la maladie d'Alzheimer, le fameux 3%. Donc, soit des PS1, PS2, APP. Et ça, dans DIAN, ce qu'on va se trouver à faire, ça se fait actuellement, c'est qu'on va vacciner, on va tenter de traiter des patients qui sont dans la phase présymptomatique de la maladie pour tenter de renverser l'apparition de la maladie. C'est ce qu'on veut faire avec GENFI. On se trouve à étudier des gens qui sont dans la phase présymptomatique de la maladie frontotemporale, avec l'espoir un jour de leur administrer des antitaux, des anti-TDP43 ou encore des anti-FOS. On peut aller à l'autre diapositive. Donc, ça, c'est les résultats de GENFI. C'est un schéma quand même assez complexe, mais qui vous montre tout de même que les premières régions à s'atrophier, et ça commence 10 à 15 ans avant dans le cerveau, c'est l'insula, la région frontale, puis la région temporale. Ce qui est intéressant en comparaison avec la maladie d'Alzheimer, c'est que les auteurs de DIAN ont montré que pour la maladie d'Alzheimer, ça commençait à peu près 25 ans avant dans le cerveau. Pour la maladie frontotemporale, c'est beaucoup plus agressif. C'est à peu près 10 à 15 ans avant que ça commence dans le cerveau. Donc, nos interventions devront être ciblées dans ce spectre de temps-là, c'est-à-dire 10 à 15 ans avant l'apparition de la maladie. On peut continuer. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir, si vous tapez là, sur PubMed, vous tapez GENFI, vous allez avoir tous les articles, mais l'article, disons, clé qui a été paru dans le Lancet en 2015, c'est celui-là là, que je vous montre à l'écran. On peut continuer. Voilà. En conclusion, finalement, ce n'est pas si rare que ça. C'est très hétérogène. Vous avez vu, c'est plus un spectre de maladies. Les nouveaux critères sont intéressants parce qu'on est plus à même de les reconnaître. Les biomarqueurs sont utiles pour les cas complexes. Les traitements sont multidisciplinaires. Puis avec GENFI, on fonde beaucoup d'espoir pour tenter de traiter les gens dans la phase présymptomatique. On peut aller à la prochaine. J'ai mis des auteurs clés, notamment Bruce Miller, John Hodges, John Rohrer, il y a Gil Rabinovich, Kate Rankin, Hoffman, Neary, puis pour la pathologie. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus entrer ces mots-clés, ces noms-clés-là pour trouver d'autres références. Vous pouvez continuer à avancer. J'ai publié un article, là, un article de revue en 2013 sur les symptômes clés. Je l'ai mis dans la présentation. On peut avancer. Puis, au niveau de l'imagerie aussi, on a un chapitre spécifique là, sur les maladies dégénératives, dont les maladies frontotemporales. On peut continuer à avancer. Et ça, c'est un article récent qu'on vient de publier, en fait, la semaine passée, là, dans Alzheimer's and Dementia, sur l'imagerie moléculaire, où on insiste beaucoup sur les variantes atypiques. On peut avancer. Ça, c'est notre équipe à la clinique de mémoire. Vous voyez Dr Bouchard, là, qui est le troisième en partant de la droite,
qui est notre fondateur en 1967 de la clinique, qui est la plus vieille clinique de mémoire au Canada. Et puis, on peut avancer à l'autre. On accueille toujours des fellows. Donc, si vous avez des gens qui sont intéressés à venir travailler avec nous, bien, on a un site là, sur le programme de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Puis, si vous voulez entrer en contact avec moi, mon courriel est sur le site de l'Université Laval. C'est robert.laforce@fmed.ulaval.ca. Alors, merci beaucoup de votre attention, puis je vais prendre vos questions maintenant. Alors, merci beaucoup, Dr. Laforce, pour cette excellente présentation. Alors, n'hésitez pas à, écoutez, tout de suite, là, on a déjà des questions. Excellente présentation, très claire et concrète. Alors, on a déjà reçu une question par rapport justement au diagnostic lui-même des démences frontotemporales et quelle serait finalement la procédure pour obtenir un diagnostic. Je pense que la question sous-tend peut-être aussi un problème plus large, à savoir, est-ce que finalement, depuis plusieurs années maintenant, on parle beaucoup des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence dans le cas notamment de la maladie d'Alzheimer. Et je me demande, finalement, à travers la présentation que vous avez faite aujourd'hui, si on n'est pas en train de poser des diagnostics de maladie d'Alzheimer avec un volet comportemental, alors qu'on est peut-être en train de passer à côté d'un diagnostic de démence frontotemporale. Oui, c'est un excellent point, Noah, en ce sens que les manifestations comportementales sont au premier plan et très précoces dans la démence frontotemporale. Donc, alors que dans la maladie d'Alzheimer, les manifestations comportementales vont apparaître un peu plus tard. Ceci dit, dans la variante comportementale exécutive de la maladie d'Alzheimer comme telle, les changements comportementaux vont être précoces, mais on peut dire aussi qu'en termes de sévérité, ils sont moins florides, ils sont moins impressionnants que dans la variante comportementale de la démence frontotemporale. Donc, je vous donne un exemple. Les gens nous arrivent en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là, il a commencé à sacrer au restaurant, il a lancé un verre d'eau à la serveuse sans raison. Ça, c'est quand même des comportements qui sont extrêmes. C'est des comportements qui sont dérangeants pour les gens autour. C'est franchement inapproprié. Ça, je pourrais dire qu'on voit ça dans les variantes comportementales. Alors que dans l'Alzheimer frontal, c'est une coche moins sévère. Donc, les gens vont dire, ben, on ne sait pas trop pourquoi, mais il est plus familier avec des étrangers. Il va commencer à parler avec du monde au centre d'achat, puis il va commencer à révéler des secrets de famille, des choses que les gens, en général, ne partagent pas avec le monde autour. Donc, là, je vous donne un exemple toujours exact, cet exemple-là, mais l'Alzheimer dysexécutif comportemental donne lieu à des changements de comportement qui sont moins impressionnants, qui sont moins florides, disons, que dans la variante comportementale. Tout à fait. Mais encore une fois, il y a quand même plus de 52% des patients qui reçoivent un diagnostic d'Alzheimer qui serait peut-être associé à une DFT, si j'ai bien... Absolument. Oui? D'où l'importance des biomarqueurs. Il faut vraiment... Oui. Et puis, encore une fois, l'imagerie, là, ne vient finalement que écarter la maladie d'Alzheimer, mais ça ne nous permet pas de donner un diagnostic clair de DFT. Oui, exactement. Ça demeure un diagnostic clinique. La démence frontotemporale, c'est un ensemble de facteurs, disons, à l'histoire, avec l'examen d'imagerie. On fonde beaucoup d'espoir aussi sur le suivi. Des fois, on n'a pas la réponse à la première rencontre, mais on voit le patient 3 mois plus tard, on voit le patient 6 mois plus tard, puis finalement, le chat sort du sac. La question des stéréotypies, la question de la rigidité, c'est des choses que des fois les familles sont réticentes à révéler au début ou n'avaient pas vraiment remarqué au début. Ça sort avec le suivi au long cours. Oui. Mais est-ce que vous pensez alors à ce moment-là que nos médecins, que ce soit notamment en GMF, qui sont la première ligne, notamment dans le cadre du plan Alzheimer, sont formés ou en tous les cas assez outillés pour poser un diagnostic de DFT? Je dirais qu'on n'arrête pas le progrès.
on n'arrête pas le progrès parce que reculer de 15 ans, ces médecins-là n'étaient pas outillés, formés pour dépister la maladie d'Alzheimer, alors qu'aujourd'hui, ils le sont, puis ils sont excellents. Alors, je pense que c'est tous des gens brillants, puis il suffit de faire des campagnes de sensibilisation, des formations pour les munir justement des outils pour détecter. Et il y a des façons de leur donner un coffre à outils. Je pense que c'est le défi des 5 prochaines années. Effectivement. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à Dr Laforce. On a avec nous la chance d'avoir un expert au niveau des DFT. Et puis, comme vous l'avez vu, notamment, il n'y en a pas beaucoup, notamment ici au Canada. Alors, allez-y, posez vos questions, soit directement en prenant la parole ou à travers la boîte de questions-réponses que vous avez en haut au niveau de votre écran. Donc, allez-y. Alors, peut-être également une question pour vous. Vous avez montré justement que il y avait une différence au niveau de l'âge à laquelle les DFT étaient diagnostiqués, beaucoup plus tôt que la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on a un début de réponse à cela? Oui, c'est une excellente question. Non, on a peu de réponses à cela. Puis malheureusement, on a vraiment bien documenté les facteurs de risque qui, en synergie, vont vraiment faire avancer ou faire progresser la maladie d'Alzheimer plus vite. Donc, les facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer, naturellement, c'est l'âge, les comorbidités vasculaires, hypertension, diabète, cholestérol. Ces comorbidités-là ont des effets au cerveau et ces effets-là aiment beaucoup la pathologie d'Alzheimer et ça crée une synergie. Maintenant, les facteurs de risque associés à la maladie frontotemporale, on ne les connaît pas. On a l'initiative CCNA avec mes collègues de l'Ouest canadien, de Toronto, tenter épidémiologiquement de répertorier ces facteurs-là, mais je vous dirais qu'on est à court de réponses présentement par rapport à ça. Parfait. Alors, une question pour vous. Quelle est l'évolution de la DFT? Donc, excellente question. L'évolution de la variante comportementale, je dirais, dans sa forme la plus fréquente, c'est une évolution sur 5 ans qui est quand même ravageuse. Les gens, donc, développent des changements de comportement, de la rigidité. Il y a des troubles moteurs qui vont se combiner à ça et les gens vont en venir bien souvent à avoir des comportements qui amènent le décès. Donc, par exemple, ils peuvent décider, via la désinhibition, l'hyperoralité, de manger des objets qui sont inanimés. Ça peut être du plastique, ça peut être du foam, ça peut être de placer 4 pains dans leur bouche parce qu'ils sont hyperorales, ils sont désinhibés. Et donc, ces patients-là vont mourir d'étouffement, vont mourir disons, de complications de leur désinhibition. C'est une évolution qui est tragique. Comparativement à la maladie d'Alzheimer qui, elle, évolue beaucoup plus insidieusement, progressivement sur 10 à 15 ans. Et dans son travail, ça va beaucoup plus vite. Si on compare les variantes avec impact moteur, donc j'ai parlé de la paralysie supranucléaire progressive, j'ai parlé du syndrome corticobasal, de la SLA-DFT, bien, elles sont plus motrices. Donc, c'est des gens qui vont être en fauteuil roulant quand même assez rapidement. Puis, encore une fois, sur 5 à 7 ans, là, vont avoir une détérioration motrice, alité, la dysphagie qui va rentrer là-dedans et qui va donc faire en sorte que le patient perde de l'énergie, perd du poids, puis éventuellement, donc, meurt des complications là, comme pneumonie et autres. OK. Donc, malheureusement, c'est vraiment un début précoce et un développement très rapide. Beaucoup plus ravageur, oui. 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 Alors, une question, plus on s'éloigne un tout petit peu des troubles du comportement pour aller vers les troubles du langage. Alors, est-ce que un orthophoniste peut aider avec justement pour les troubles de langage? Absolument. En fait, si vous reculez il y a quelques années, on n'avait pas d'ergothérapeute pour le fonctionnel. Maintenant, dans les équipes cliniques, en plus des infirmières, on a les ergothérapeutes, on a les travailleurs sociaux. Puis je vous dirais, depuis à peu près 5 ans, se sont greffés les orthophonistes. Les orthophonistes vont être très, très précieux pour non seulement nous aider à préciser les éléments diagnostiques, c'est-à-dire est-ce que c'est une variante plus sémantique ou non fluide. Quand c'est pas clair, les orthophonistes peuvent nous aider sur la précision diagnostique, mais surtout sur les interventions à privilégier avec certaines formes d'aphasie primaire progressive. Donc, si c'est une variante sémantique, ils vont rencontrer la famille, rencontrer le patient,
développer des items spécifiques sur le iPad pour faire en sorte qu'ils sont capables de reconnaître des objets dans leur quotidien. Puis d'une autre façon, si c'est plus dans la variante non fluide, utiliser par exemple un Boogie Board qui se vend 20$ au Club Price pour communiquer de façon écrite. Vraiment, les orthophonistes là, nous aident avec ces familles-là et ces patients-là. Puis je vous dirais que c'est précieux pour les patients et familles d'avoir une prise en charge multidisciplinaire, pas juste le médecin qui a donné son opinion, mais l'équipe multidisciplinaire est comme encadrante pour ces familles-là. Parfait. Alors, on va encore peut-être prendre une ou deux questions avant de vous libérer et notamment pour respecter également votre horaire. Donc, allez-y, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient leur main levée. Donc, si vous voulez soit prendre la parole ou poser directement votre question. Je pense que c'était Madame Laprade. Si vous voulez parler, allez-y. OK, une question, oui. Est-ce qu'un AVC peut causer une DFT? Non. OK. Non, catégoriquement non. Bon, ben écoutez, pour respecter l'horaire, je tiens vraiment à remercier Dr Laforce pour cette excellente présentation très claire et puis je pense que la démence frontotemporale est encore une démence qui est très peu connue, que ce soit au niveau du grand public ou peut-être même encore au niveau des professionnels de la santé. Donc, ça a été une présentation très appréciée. Donc, effectivement, la présentation, son contenu, l'enregistrement vous sera envoyé dans un courriel tantôt. Et puis, pour faire suite à cette présentation et pour rester justement dans les troubles de comportement, et puis ça, on l'a pas fait exprès, mais notre prochain conférencier sera Philippe Boyer, qui va notamment nous parler des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Donc, ça sera finalement une suite logique à votre présentation, mais là, plus peut-être dans un contexte de maladie d'Alzheimer. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire au webinaire. Et puis, je tiens à vous remercier tous d'avoir été présents encore une fois aujourd'hui. Et puis, merci pour votre participation. Merci, Dr Laforce. Et puis, d'ailleurs, je vous souhaite un excellent voyage vu que vous partez maintenant pour un congrès international. Alors, bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup. C'est gentil, Noah. Merci de m'avoir invité. Puis bonjour à tous. Merci. Bye-bye.